Je n'aurais jamais imaginé que l'amour puisse se transformer en une prison si sophistiquée. Je me suis toujours considérée comme une femme forte, capable de faire face aux adversités avec le sourire. Diplômée en administration des affaires, j'ai construit ma carrière avec une détermination absolue, surmontant des obstacles qui semblaient insurmontables. J'ai perdu mes parents jeunes et j'ai dû travailler dès mon plus jeune âge pour financer mes études. Chaque centime économisé, chaque heure de sommeil perdue à étudier pour les examens, chaque week-end sacrifié dans des stages mal rémunérés, tout cela a forgé en moi une résilience que peu comprenaient. Je rêvais d'un avenir où l'épanouissement professionnel et le bonheur personnel marcheraient côte à côte, quelque chose qui semblait presque utopique pour une femme d'origine modeste comme moi. Puis, comme un retournement du destin, j'ai rencontré Lucas lors d'une conférence d'affaires. Il représentait l'entreprise familiale, moi, en tant qu'assistante de l'un des conférenciers. Nos regards se sont croisés pendant la pause café, et quelque chose d'inexplicable s'est produit. Lucas avait des yeux doux, un sourire captivant, et une manière de parler qui me faisait me sentir la personne la plus importante au monde. Nos conversations coulaient, comme si nous nous connaissions depuis des années, pas depuis quelques minutes seulement. Après 3 mois de relations intenses, il m'a demandé en mariage sous les étoiles, dans un restaurant très cher, que je n'aurais jamais pu fréquenter avec mon salaire. Comment résister à une telle démonstration d'affection ? J'avais 32 ans lorsque nous nous sommes mariés, lui, 34. Nous avons célébré une cérémonie simple, mais chargée d'espoir et de rêves partagés. Je ne savais pas que ce n'était que le prologue d'une histoire d'humiliation qui consommerait des années de ma vie et détruirait presque mon identité. La première fois que j'ai perçu quelque chose d'étrange, c'était lors du dîner de bienvenue chez mes beaux-parents. Le manoir imposant en périphérie de la ville m'avait déjà causé un malaise initial. Alors que Lucas se garait avec sa voiture importée dans l'entrée circulaire, bordée de jardins impeccablement entretenus, j'ai ressenti un nœud à l'estomac que j'ai attribué au nervosisme. « Ils vont t'adorer », m'a assuré Lucas en serrant ma main comme s'il pouvait transférer sa confiance à travers ce geste. La femme de ménage en uniforme qui nous a accueillis à la porte m'a lancé un regard curieux, comme si elle essayait de deviner quel type de femme avait conquis le fils de ses patrons. J'ai été conduite à travers un couloir décoré de portraits de famille et d'œuvres d'art qui coûtaient certainement plus cher que tout l'appartement où j'ai grandi. La salle à manger semblait sortie d'un magazine de décoration avec une table en bois massif pouvant accueillir facilement 12 personnes, des lustres en cristal et des couverts en argent étincelant. Madame Eliane, la matriarche de la famille, se tenait près de la cheminée lorsque nous sommes entrés. Grande, élégante, avec des cheveux parfaitement teintés et une posture trahissant des années de cours de bonne manière, elle m'a regardé de haut en bas, comme si elle évaluait un nouveau meuble de qualité douteuse. Ses yeux froids ont parcouru ma robe, la meilleure que je possédais, achetée spécialement pour l'occasion, et semblaient cataloguer chaque imperfection, chaque détail trahissant mon origine moins privilégiée. Alors, voilà l'administratrice, a-t-elle demandé avec un air de condescendance qui m'a fait retourner mon estomac. La façon dont elle a prononcé « administratrice » semblait dire « femme de ménage » ou quelque chose d'aussi dépréciatif dans son univers de valeurs déformées. À ce moment-là, j'ai avalé ma salive et souri, serrant fort la bandoulière de mon sac, tandis que Lucas, à mes côtés, semblait ne pas remarquer le poison distillé dans ses mots. J'ai attribué son comportement au nervosisme naturel de rencontrer une bru, à la préoccupation maternelle de s'assurer que son fils avait fait un bon choix. Quelle naïveté de ma part, quelle naïveté terrible et douloureuse. Les visites, chez les beaux-parents, sont devenues un rituel d'humiliation hebdomadaire. Chaque dimanche, j'étais accueillie non pas comme faisant partie de la famille, mais comme une intruse qui devait prouver sa valeur. « Anne, ma chère, pourrais-tu servir le déjeuner pendant que nous discutons ?» disait Madame Eliane avec ce sourire plastifié qui n'atteignait pas les yeux. Et me voilà partie à la cuisine, tandis que tous s'installaient dans le salon, riant et partageant des histoires familiales dont je ne ferais jamais partie. Raphaël et Marianne, les frères de Lucas, étaient des maîtres à lancer des commentaires venimeux déguisés en plaisanteries innocentes. « Oh là là, Anne, tu prends du poids, hein ? Le mariage fait ça à certaines femmes », lançait Marianne en ajustant son chemisier de marque qui coûtait plus que mon salaire mensuel. Raphaël, quant à lui, adorait questionner mes compétences professionnelles. Administration, intéressant, mais au final, tu t'es montré plus utile à gérer la maison, n'est-ce pas ? Et il riait. Et Lucas observait simplement, parfois avec un sourire forcé, parfois avec un silence complice qui faisait plus mal que 1000 mots.
Lorsque notre premier enfant est né, j'ai pensé que tout changerait. Après tout, j'étais la mère du petit-fils de Madame Eliane. Mais la réalité s'est révélée encore plus cruelle. Anne, ne penses-tu pas que tu allaites trop? À mon époque, on utilisait des biberons et les bébés grandissaient au fort. Anne, ce cri-là signifie la faim. Tu ne sais pas interpréter les besoins de ton enfant? Et ainsi continuèrent les commentaires, minant ma confiance en tant que mère, me faisant remettre en question chaque décision. Et Lucas restait dans sa bulle de confort, évitant tout conflit. Ma mère veut juste aider Anne. Elle a élevé 3 enfants. Elle sait de quoi elle parle. Je voulais crier, dire que chaque bébé est unique, que j'étais la mère et que je savais ce dont mon fils avait besoin. Mais les mots mouraient dans ma gorge, étouffés par la peur de paraître l'épouse névrosée et incontrôlée. Avec le temps, je suis devenue spécialiste pour avaler les mots et les larmes. J'ai appris à sourire quand je voulais pleurer, à remercier quand je voulais protester. Ma peau est devenue une armure contre les regards désapprobateurs et les mots tranchants. Mais à l'intérieur, quelque chose mourait lentement. Mon essence, ma volonté, mes rêves. Le point de rupture est survenu lors d'un dîner apparemment ordinaire. C'était l'anniversaire de Lucas, et j'avais passé toute la journée à préparer son repas préféré. Je me suis réveillée à 5 heures du matin pour obtenir les crevettes les plus fraîches au marché municipal. J'ai passé des heures à rechercher la recette parfaite, celle qui combinerait avec les souvenirs d'enfance qu'il valorisait tant. J'ai fait 3 tentatives de risotto jusqu'à obtenir ce point crémeux qu'il adorait. Ni trop mou, ni trop al dente. L'arôme du bouillon de légumes fait maison remplissait notre maison comme une étreinte réconfortante. Pour le dessert, j'ai choisi du chocolat noir importé, son préféré, travaillant méticuleusement au point de fusion idéal, incorporant une touche de cognac qu'il apprécierait. J'ai dressé le tout dans des coupes élégantes que nous avions achetées lors de notre lune de miel, à Venise, le seul voyage international que nous avions fait ensemble, avant que les enfants et les responsabilités ne nous ancrent dans une routine prévisible. Je me souviens de comment Lucas avait insisté pour acheter ces coupes très chères, disant qu'elles nous rappelleraient pour toujours ces jours parfaits. Quelle ironie de penser qu'elles serviraient maintenant de décor au effondrement de l'illusion que nous appelions mariage. La table était dressée avec un soin minutieux. Chaque détail pensé pour célébrer l'homme que, malgré tout, j'aimais encore. Des bougies stratégiquement placées pour créer une atmosphère romantique, les meilleures nappes et serviettes en lin, un arrangement floral qui correspondait à la décoration du salon. J'ai même mis la musique qui avait joué lors de notre premier rendez-vous, espérant éveiller en lui une étincelle de cet homme pour qui je suis tombée amoureuse. Tout cela en essayant d'ignorer les cernes sous mes yeux et le poids de l'épuisement sur mes épaules. Tout le monde est arrivé. Les commentaires habituels ont été faits sur mon apparence, sur le rangement de la maison, sur comment j'aurais dû engager un traiteur pour ne pas me fatiguer autant. J'ai remercié avec le sourire automatique que j'avais perfectionné au fil des ans. Lorsque j'ai servi le risotto, le silence initial m'a donné de l'espoir. Peut-être que, enfin, mes efforts seraient reconnus. Eh bien, mais ce n'est pas comparable. Au risotto que la maman faisait lors des fêtes d'anniversaire, a dit Lucas, avec cette nostalgie enfantine dans les yeux. Madame Eliane a souri, triomphante. Le secret, mon cher, réside dans le bouillon. Anne n'a pas encore maîtrisé la technique. Peut-être un jour, quelque chose en moi s'est brisé à cet instant. Ce n'était pas seulement le commentaire, mais la satisfaction dans ses yeux, l'assentiment de Lucas, les rires cachés des beaux-frères. C'était comme si tous mes efforts, tout mon amour, toute ma dévotion ne valaient absolument rien face au souvenir glorifié de Madame Eliane. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti et que Lucas se soit endormi avec la tranquillité irritante de celui qui ne perçoit pas le séisme émotionnel à ses côtés, je suis restée des heures à regarder le plafond de la chambre. Le silence de Dimbenosensin. La maison amplifiait chaque pensée, chaque souvenir douloureux, chaque moment d'humiliation que j'avais avalé ces dernières années. La faible lumière qui, entrée par la fenêtre, projetait des ombres étranges sur les murs, comme des manifestations physiques de mes démons intérieurs. J'ai pensé à toutes les fois où je me suis abaissée pour m'adapter aux espaces qui m'étaient désignés. J'ai pensé aux nuits où j'ai pleuré silencieusement dans la salle de bain pour que personne ne remarque ma douleur. J'ai pensé aux sourires forcés, aux excuses inventées, à l'énergie gaspillée à essayer de plaire à des personnes qui ne m'accepteraient jamais comme faisant partie de leur précieuse famille. Les larmes coulaient silencieusement sur mon visage, mouillant l'oreiller comme tant d'autres nuits. Mais il y avait quelque chose de différent dans celle-ci, quelque chose que je n'ai pas reconnu immédiatement, car c'était devenu un sentiment étrange pour moi.
Pour la première fois, depuis des années, ce n'étaient pas des larmes de défaite, d'autodépréciation ou de désespoir. C'étaient des larmes de colère. Une colère pure, cristalline, presque libératrice. Une colère froide et calculée qui commençait à cristalliser dans ma poitrine, une résolution inébranlable. Je ne serai plus la victime sacrificielle dans cette famille. Je ne continuerai plus d'être la note de bas de page dans l'histoire grandiose des Dupont. Je ne permettrai plus que mes enfants grandissent en voyant leur mère traitée comme une servante, moins qu'humaine. L'âne soumise, prête à tout pour être acceptée, mourait cette nuit-là. Et de ses cendres, une nouvelle femme était sur le point de naître. Le matin suivant, je me suis réveillée avec une clarté mentale que je n'avais pas ressentie depuis des années. Alors que Lucas dormait encore, je suis sortie discrètement, du lit, et me suis rendue au centre commercial le plus proche. J'ai acheté un petit carnet, à couverture rigide et discrète, qui rentrerait facilement dans mon sac sans éveiller la curiosité. J'ai choisi un modèle avec une serrure, un petit luxe qui garantirait que mes pensées les plus intimes resteraient protégées des regards indiscrets. J'ai également acheté un stylo de bonne qualité, si j'allais documenter ma libération, que ce soit avec un instrument à la hauteur de la tâche. De retour à la maison, pendant que je préparais le petit déjeuner que Lucas attendait ponctuellement à 7h30, j'ai commencé à structurer mentalement mon plan. Il ne s'agirait pas d'une explosion émotionnelle incontrôlée, ni d'une fuite dramatique comme dans les films. Ce serait quelque chose de calculé, méthodique, exécuté avec la précision chirurgicale que j'ai apprise pendant ma formation. En administration, l'ironie ne m'échappait pas. J'utiliserais les compétences organisationnelles qu'ils dédaignaient contre eux-mêmes. Ce même jour, j'ai commencé mon enregistrement. Dans le carnet, j'ai commencé à documenter chaque commentaire, chaque situation, chaque moment d'humiliation, date précise, heures exactes, personnes présentes, mots reproduits mot pour mot. Je notais le contexte, le langage corporel, les réactions ou leur absence de Lucas. Rien n'échappait à mon nouveau regard clinique sur cette dynamique familiale malade. Je créais, sans m'en rendre compte, un dossier méticuleux de ma propre dégradation, une preuve irréfutable que je n'exagérais pas ou que je n'étais pas trop sensible, comme Lucas le suggérait souvent. Parallèlement, j'ai commencé à rechercher de manière obsessionnelle sur les relations abusives, consacrant les heures où j'étais seule à m'éduquer. Je dévorais des articles académiques sur la manipulation émotionnelle. Je regardais des conférences en ligne sur le gaslighting. Je participais anonymement à des forums où d'autres femmes partageaient des histoires effrayamment similaires à la mienne. J'ai appris sur les dynamiques familiales toxiques, sur les schémas générationnels d'abus, sur le rôle des facilitateurs, comme Lucas. Plus je lisais, plus je voyais clairement les schémas qui se répétaient dans ma vie, comme un plan terrible qui guidait inconsciemment chaque interaction dans la famille de mon mari. J'ai également décidé d'investir en moi-même. J'ai repris l'exercice physique, non pas pour maigrir et satisfaire les normes esthétiques imposées par Marianne, mais pour sentir mon corps fort, vivant, capable. J'ai repris contact avec d'anciennes camarades de faculté, des femmes qui avaient suivi leur carrière et qui pourraient m'orienter sur le marché actuel. J'ai commencé à explorer l'idée de créer ma propre entreprise, quelque chose que j'avais toujours rêvé de faire, mais qui avait été enfoui sous les responsabilités familiales et les attentes des autres. Lucas a remarqué les changements, bien sûr. Comment ne le remarquerait-il pas ? L'homme qui vivait avec moi depuis des années ne pouvait pas manquer la métamorphose qui se produisait sous son propre toit. Ce n'était pas seulement ma posture physique plus droite, ou le regard plus direct et soutenu. C'était quelque chose de plus profond, un changement dans l'énergie que j'émanais, dans la façon dont j'occupais les espaces que je demandais auparavant la permission d'occuper. Je n'avalais plus les outrages avec un sourire soumis. Je répondais, toujours poliment, car je ne me rabaisserais jamais à leur niveau, mais je répondais avec une fermeté qui causait un désarroi visible. Lorsque Madame Eliane, pendant un déjeuner dominical, a suggéré avec son ton faussement préoccupé que je devrais changer la « Qu'est-ce qui t'arrive ?» a demandé Lucas une nuit, après que j'ai contesté Raphaël au sujet d'un commentaire sexiste qu'il avait fait sur les femmes dans le monde du travail. « Je me retrouve », ai-je répondu simplement. Et c'était vrai. Chaque petite résistance, chaque petite affirmation de mon identité était un morceau de moi revenant à la vie. 6 mois après le dîner d'anniversaire, j'étais méconnaissable. Pas seulement physiquement, plus mince et avec une nouvelle coupe de cheveux, mais intérieurement. La femme acculée avait cédé la place à quelqu'un qui se souvenait de sa propre valeur. Et mon dossier était complet, des pages et des pages de preuves du traitement que j'avais subi au fil des ans. Il y avait aussi quelque chose de plus, des enregistrements,
de petits audios capturés à des moments stratégiques, quand je savais que les commentaires surgiraient. Ce n'était pas illégal dans l'état où nous vivions, j'ai vérifié auparavant. C'était juste ma garantie, ma preuve concrète que je n'exagérais pas ou que je n'imaginais pas des choses, comme Lucas le suggérait souvent. L'opportunité parfaite pour ma, disons, présentation est venue avec l'annonce d'un dîner spécial, chez les beaux-parents. Madame Eliane tenait à rassembler tout le monde pour annoncer qu'elle et son mari feraient un voyage de 6 mois à travers l'Europe. Une réalisation de vie. Tous devaient être présents, sans exception. Je me suis préparée méticuleusement pour cette nuit. J'ai choisi une robe noire, élégante mais discrète. Un maquillage léger, juste assez pour mettre en valeur mes yeux, maintenant plus vifs et déterminés. J'ai habillé mes enfants avec soin, en m'assurant qu'ils étaient confortables et beaux. Et dans mon sac, en plus du dossier et du téléphone avec les enregistrements, il y avait quelque chose de plus, une pochette avec des documents relatifs à l'entreprise que j'étais sur le point de créer, ma déclaration d'indépendance. Nous sommes arrivés au manoir des beaux-parents à 8 heures précises, comme demandé. Madame Eliane nous a accueillis avec son sourire artificiel habituel. « Anne, ma chère, tu es différente », a-t-elle commenté, évaluant mon apparence, avec cet air de supériorité que je connaissais si bien. « Je me sens différente aussi, Madame Eliane. C'est incroyable comme certains changements internes se reflètent extérieurement, ne trouves-tu pas ?» ai-je répondu avec un sourire serein qui l'a laissé momentanément sans mots. Le dîner s'est déroulé comme d'habitude. Des éloges exagérés à la cuisine de Madame Eliane, des commentaires sur combien tout était parfait, des histoires anciennes qui excluaient toute participation de ma part à l'histoire familiale. J'ai laissé tout se dérouler, observant avec une distance presque clinique les dynamiques qui m'avaient blessé profondément auparavant. Lorsque le moment des toasts est arrivé, pour célébrer le voyage à venir, Madame Eliane a tenu à remercier la présence de tous, soulignant combien il était important d'avoir la famille réunie en ce moment spécial. C'est alors que j'ai demandé la parole. « Je voudrais également porter un toast », ai-je dit en levant ma coupe. Tous les regards se sont tournés vers moi, surpris. Je prenais rarement l'initiative lors des réunions familiales. Je voudrais porter un toast aux apparences. Le silence qui a suivi a été absolu. Aux apparences que nous maintenons, aux sourires que nous forçons, aux mots doux qui cachent du poison, à la famille parfaite qui n'existe que dans les photos de Noël et les publications sur les réseaux sociaux. Lucas m'a regardé, alarmé. « Anne, que fais-tu » a-t-il murmuré, tendu. « Je porte un toast à la vérité, mon cher. »« Quelque chose de rare dans cette pièce » ai-je répondu, sans changer mon ton calme et contrôlé. Puis, j'ai sorti mon dossier de mon sac. Vous savez, ces 6 derniers mois, j'ai récolté des moments, de petits extraits de notre vie familiale, qui ont peut-être passé inaperçus pour vous, mais qui ont été gravés en moi. J'ai commencé à lire. Date, situation, mots exacts. Le visage de Madame Eliane est passé de la stupeur à l'indignation, tandis que Raphaël et Marianne échangèrent des regards nerveux. Lucas semblait pétrifié, comme s'il voyait une inconnue. « C'est ridicule », a interrompu Madame Eliane, finalement. « Tu as noté des conversations privées comme une sorte d'espionne ? C'est absurde, une invasion. »« Invasion », ai-je répété avec un sourire ironique, comme les commentaires sur mon poids lors des réunions de famille, comme les critiques sur ma façon d'élever mes enfants, comme les questionnements constants sur mes capacités professionnelles et domestiques. Ce n'étaient pas des conversations privées, Madame Eliane. C'était des humiliations publiques. J'ai sorti le téléphone de mon sac. Mais si les mots écrits ne suffisent pas, peut-être que les mots parlés sont plus convaincants. J'ai diffusé l'audio d'une conversation entre Madame Eliane, Raphaël et Marianne, capturée lors d'une réunion familiale précédente, alors que j'étais dans la cuisine en train de préparer du café. « Je ne sais pas ce que Lucas a vu en elle, honnêtement », disait la voix inconfondable de Madame Eliane. « Une femme sans classe, sans raffinement, et regardez comme elle a grossi après les enfants. Lucas méritait quelqu'un de notre niveau. » Le visage de Lucas s'est transformé à mesure que l'audio continuait, révélant des commentaires de plus en plus cruels, non seulement sur moi, mais sur nos enfants, sur nos choix en tant que couple. Lorsque j'ai finalement arrêté le téléphone, la salle était sous le choc. « Cela sort de son contexte », a tenté Raphaël, l'avocat de la famille, toujours prêt à défendre. « Tu ne peux pas juger une relation de plusieurs années sur quelques moments de frustration. » « Quelques moments ?» ai-je questionné en feuilletant mon dossier. « J'ai ici des enregistrements de 3 ans de moments, 3 ans d'être traitée comme une servante dans cette maison, 3 ans de sourire pendant que je suis diminuée, critiquée et isolée.
3 ans d'attendre que mon mari me défende, en vain. J'ai regardé directement Lucas, qui semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes. Tu sais pourquoi je fais cela aujourd'hui ? Ce n'est pas par vengeance. Bien que je doive avouer qu'il y ait une certaine satisfaction à enfin dire la vérité. Je fais cela parce que je mérite le respect. Nos enfants méritent de grandir en voyant leur mère traitée avec dignité, et parce que j'en ai assez d'être le bouc émissaire des frustrations de cette famille. J'ai alors sorti la pochette de documents. Cette semaine, j'ai signé le contrat de location pour l'espace où je vais ouvrir mon entreprise de conseil. Quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire, mais que j'ai repoussé parce qu'on m'a convaincu que ma place était seulement à la maison, à servir et à plaire. Plus maintenant. La réaction a été immédiate. Madame Eliane s'est levée, indignée. « Lucas, tu vas permettre cela ? Ton épouse nous insultant, enregistrant des conversations privées, ouvrant une entreprise sans consulter la famille ?» J'ai regardé mon mari, curieuse de sa réponse. Il était pâle, les yeux alternant entre moi et sa mère, comme s'il était confronté à un choix impossible. « Mère, a-t-il dit enfin, la voix basse mais ferme. Nous devons discuter de la façon dont Anne a été traitée dans cette famille. » C'était comme si un éclair s'était abattu dans la salle. Madame Eliane, pour la première fois depuis que je la connaissais, est restée sans mots. Raphaël et Marianne semblaient mal à l'aise, regardant leurs assiettes comme s'ils cherchaient une issue à cette situation. « Lucas, » a continué Madame Eliane, essayant de reprendre le contrôle. « Tu ne peux pas parler sérieusement. Ton épouse vient ici, fait des accusations absurdes, montre des enregistrements clairement montés, et toi, ça suffit, mère, » a interrompu Lucas, avec une fermeté qu'il n'avait jamais démontrée auparavant. J'ai écouté les enregistrements. Je reconnais les voix, je reconnais les mots, et le pire, c'est que je reconnais les situations qu'Anne a décrites. J'étais là, j'ai vu, et je suis resté silencieux. Parce que c'était plus facile, parce que j'ai grandi ainsi, parce que... Sa voix s'est brisée, et pour la première fois cette nuit-là, j'ai vu des larmes dans ses yeux. Parce que je suis un lâche qui a eu peur de défendre sa propre épouse. Le silence qui a suivi a été lourd, chargé de toutes les paroles non dites au fil des ans. Madame Eliane semblait s'être recroquevillée dans sa chaise, comme si la confrontation avec son fils lui avait retiré cette aura d'autorité incontestable. « Je pense que nous devons partir », a-t-elle dit enfin, ajustant son sac comme si cela clôturait la question. « Clairement, cette nuit n'est pas propice aux célébrations. Je suis d'accord, » ai-je répondu calmement. « Mais avant que vous ne partiez, je voudrais laisser quelque chose de clair. Je ne serai plus jamais traitée comme une inférieure dans cette famille. Je ne permettrai plus de commentaires sur mon corps, ma capacité en tant que mère ou ma compétence professionnelle. Je ne serai plus jamais reléguée à la cuisine pendant que les conversations importantes ont lieu dans le salon. Et je ne tolérerai jamais que mes enfants soient jugés selon les standards déformés que vous avez de ce qu'est une famille. » Je me suis levée, indiquant que notre part dans la réunion était terminée. Lucas s'est levé avec moi, semblant encore étourdi, mais, pour la première fois, clairement à mes côtés. « Votre voyage sera génial, j'en suis sûre, » ai-je ajouté avec un sourire serein. « Et quand vous reviendrez, peut-être pourrons-nous commencer une nouvelle phase. Une phase où nous nous traitons tous avec le respect que nous méritons. » Nous sommes partis de là la tête haute, Lucas et moi côte à côte, nos enfants entre nous. Dans la voiture, le silence s'est étendu pendant quelques minutes, nous deux traitant le séisme émotionnel que nous venions de vivre. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt ?» a finalement demandé Lucas, la voix basse, presque un murmure. « Pourquoi as-tu attendu si longtemps ?» J'ai regardé par la fenêtre, observant les lumières de la ville passer comme des flous lumineux, parce que j'espérais que tu le remarquerais tout seul, parce que je ne voulais pas être l'épouse problématique qui éloigne le mari de la famille, parce que j'avais peur que, si j'étais forcée de choisir, tu ne me choisirais pas. Il a brusquement arrêté la voiture sur le bas-côté, se tournant pour m'affronter. Il y avait une intensité dans ses yeux que je n'avais pas vue depuis des années. « Anne, je suis désolée. Je suis désolée pour chaque moment où j'ai failli avec toi, pour chaque fois que j'ai permis à ma famille de te diminuer, pour chaque silence complice. » Des larmes coulaient maintenant sur son visage. Un homme, de 39 ans, affrontant enfin une vie entière de conditionnement familial. « Je te choisis, Anne. J'aurais toujours dû te choisir. » J'ai tendu la main, touchant son visage avec une tendresse que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. « Il ne s'agit pas de choisir entre ta famille et moi, Lucas. Ce n'est jamais ce que j'ai voulu. Il s'agit de respect, de dignité, de construire ensemble une famille où chacun est valorisé. » Cette nuit-là a marqué le début d'une transformation profonde dans notre vie.
Dans les semaines suivantes, Lucas est allé rendre visite à ses parents seuls, ayant de longues conversations qui, selon lui, auraient dû avoir lieu depuis des décennies. Raphaël et Marianne ont appelé, séparément, pour s'excuser. Les mots semblaient répétés, peu sincères, mais c'était un début. Mon entreprise a commencé à fonctionner, petite au début, mais avec des projets prometteurs. Lucas est devenu mon plus grand soutien, partageant fièrement mes succès avec des collègues et des amis. À la maison, la dynamique a complètement changé. Nous partagions les responsabilités, les décisions, les rêves. Nos enfants étaient témoins d'un mariage basé sur le partenariat et le respect mutuel, et non plus sur la soumission silencieuse que j'avais modelée pendant si longtemps. 6 mois se sont écoulés, et Madame Eliane et son mari sont revenus d'Europe. La rencontre a été tendue, comme nous l'avions prévu. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'air. Un respect réticent, peut-être, ou la reconnaissance que les anciennes dynamiques ne fonctionneront plus. « Tu es bien, Anne », a commenté Madame Eliane, évaluant mon apparence comme elle le faisait toujours, mais sans le venin habituel. « Je vais très bien, merci », ai-je répondu avec sincérité. Le conseil se développe. Les garçons sont heureux dans leur nouvelle école, et Lucas et moi redécouvrons notre mariage. Un léger rougissement a teinté les visages de la matriarche, comme si mes paroles faisaient remonter à la surface toute la situation que nous avions vécue avant son départ. « Lucas a mentionné ton entreprise. Elle semble intéressante. » Ce n'était pas un compliment chaleureux, mais venant de Madame Eliane, c'était presque une déclaration de reddition. Le dîner s'est déroulé dans un équilibre fragile, chacun testant les nouvelles limites, les nouvelles règles non écrites. Lorsqu'il a été temps de servir le dessert, j'ai instinctivement levé la main, des années de conditionnement faisant bouger mon corps avant que mon esprit puisse traiter. « Laisse-moi aider, mère », a dit Lucas en se levant également. Le regard de Madame Eliane était de pur choc, comme si son fils avait annoncé qu'il irait sur Mars le lendemain matin. Dans ce petit geste se trouvait tout le changement pour lequel nous avions lutté. Lucas ne m'aidait pas seulement, il envoyait un message clair. Dans cette famille, personne ne sert seul. En quittant là, quelques heures plus tard, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis des années. Ce n'était pas une victoire au sens traditionnel. Il n'y avait pas de gagnants et de perdants. Il y avait seulement des personnes apprenant, douloureusement, à se respecter mutuellement. « Ça va ?» a demandé Lucas, pendant que nous conduisions vers la maison. À l'arrière, nos enfants dormaient, épuisés après la nuit de socialisation forcée. Je l'ai regardé, l'homme que j'avais presque perdu aux ombres de sa propre création, et elle sourit. Je suis en paix, pas parce que tout est parfait, mais parce que je vis enfin avec authenticité. Il a tendu la main, entrelaçant ses doigts avec les miens. Merci de ne pas avoir abandonné notre famille. Et là, dans cette voiture, avec nos enfants dormant derrière et la ville silencieuse autour de nous, j'ai senti que j'avais gagné quelque chose de bien plus précieux qu'une vengeance. J'avais reconquis ma dignité, mon mariage, et plus important encore, je m'étais reconquise moi-même. Le voyage n'a pas été facile, ni exempt de douleur. Il y a eu beaucoup de larmes, de conversations difficiles, de nombreux moments où j'ai failli abandonner. Mais chaque fois que je regarde mes enfants maintenant, je les vois grandir dans un environnement où le respect est la base de tout. Je vois ma fille observer une mère qui ne se courbe pas devant les commentaires dépréciatifs, qui défend son espace avec fermeté et dignité. Je vois mon fils apprendre que être un homme ne signifie pas faire taire les femmes autour de lui, mais les élever, les respecter comme des égales. Et quand je regarde Lucas, je vois un homme qui a eu le courage de rompre avec des modèles toxiques de génération, qui a choisi de grandir et d'évoluer, même lorsqu'il aurait été plus facile de s'accommoder du familier, du connu. Quant à moi, cette femme qui silencie, sa douleur avec de faux sourires me semble maintenant une étrangère. Je la reconnais sur de vieilles photos, dans les yeux vides qui souriaient sans réelle joie. Mais elle n'existe plus. À sa place se trouve quelqu'un qui connaît sa valeur, qui ne négocie pas sa dignité, qui comprend que l'amour véritable ne peut fleurir que sur un sol de respect mutuel. La vengeance que j'avais planifiée s'est avérée être une libération, pas seulement pour moi, mais pour toute notre famille. Parce qu'en fin de compte, la plus grande vengeance contre ceux qui essaient de te diminuer est de vivre pleinement, authentiquement, sans peur de briller, de ta propre lumière. Et c'est ce que je fais maintenant, chaque jour. Je brille.